Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Donc, moi, je vais vous parler de notre expérience sur le marché chinois. En fait, quand je dis marché chinois, c'est le marché des visiteurs chinois, plus que le marché chinois en tant que tel. Parce que je pense qu'un groupe de presse ou un groupe média comme nous, sur le marché chinois, on a encore beaucoup à faire pour pouvoir s'implanter. Donc, là, le parti pris qu'on a pris, c'est celui-ci. Vous savez que le groupe Figaro, pour certains le connaissent bien, est fortement implanté dans tout ce qui est le style de vie, le lifestyle, le luxe. C'est vrai que si vous regardez, vous faites une petite recherche Google, vous verrez que 1826, vous avez vraiment un ancrage déjà dans le luxe, dans le style de vie, avec des covers, avec ces femmes, avec des grandes robes. Vous avez Renoir qui fait un joli tableau avec Madame Monet en train de lire le Figaro. Voilà, il y a toujours eu un côté très épicurien sur la marque Figaro. Et pour le coup, nos partenaires publicitaires, qui sont nos amis du luxe, vraiment sont très très proches de nous et partagent avec nous beaucoup de leurs problématiques. L'une d'entre elles, ça date pas d'hier, hein, c'était il y a 5 ans, c'était comment on fait pour contacter et communiquer auprès de cette cible des voyageurs à Paris, puisque sur certaines marques c'est 50%, pour d'autres c'est jusqu'à 100% du chiffre d'affaires en boutique. Et donc le côté vraiment important de pouvoir communiquer et donner une histoire de leur marque, et évidemment de augmenter leur bottom line. Donc évidemment, on a été chercher on s'est intéressé à l'audience qui génère le plus de chiffre d'affaires. Et ici, c'est clairement le marché chinois. Attention, les Chinois en voyage, c'est 2% du marché du marché du tourisme mondial, mais c'est 25% du chiffre d'affaires d'achat de produits de luxe. Donc c'est un fuseau, comme on l'appelle, très très important. Et donc, on s'est dit, on va essayer de travailler et de se développer sur ce qu'on appelle le travel market, qui est celui-ci. Voilà. Donc, pourquoi nous, je dirais, plus que d'autres confrères. D'abord parce que on est, comme je vous le disais, très ancré sur ce domaine du lifestyle et très 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 proche des grandes entités qui font quand même le fleuron du marché du luxe mondial. C'est quand même les grandes entités françaises qui le dominent. On a acquis depuis 2010 5 ans d'expérience à cibler ce voyageur chinois, à comprendre son comportement depuis le moment où il réfléchit à partir et le moment où il arrive à Paris. Voilà, ils préparent énormément leur voyage. Ensuite, ça nous a permis de développer énormément de partenariats sur place, ce qui va expliquer pourquoi on a pu développer un site. Donc ça, c'était important de vous le mentionner. Et puis évidemment, local talents first. Hein, donc on a recruté des Chinois. Parce que moi, je parle un tout petit peu chinois. Je ne sais pas qui parle chinois dans cette salle, mais enfin, c'est quand même important de le parler. Et non seulement de le parler, mais de comprendre vraiment la problématique qu'ont ces Chinois, puisque ça a beaucoup évolué en 5 ans. On est passé sur le luxe d'une volonté de transaction du luxe à une volonté de comprendre la marque, de comprendre son parcours de marque et de réaliser une réelle expérience. Donc le digital, nous, au bout de 5 ans, s'imposait parce que, comme vous voyez, évidemment, les sources d'information, c'est le print en Chine, mais c'est aussi le digital et c'est aussi les réseaux sociaux. Donc ne pas être sur le digital, c'était une hérésie. Deuxièmement, notre contenu, quand on fait les Fashion Weeks, quand on fait la foire de Bâle et qu'on a une chronique journalière, eh bien, attendre 3 mois pour la publier, c'est juste impubliable parce que les Chinois, dans 24 heures, ils ont toute l'information. Donc ça devenait du froid et on ne pouvait pas le réutiliser. Voilà. Et le troisième point qui est important, c'est que on suit aussi nos partenaires du luxe qui en Chine vont de plus en plus vers le e-commerce. Donc tout ça fait que voilà notre site. Je vous encourage à aller le voir, figarochic.cn, 100% en chinois avec les rubriques qui sont mode, fashion, accessoires, beauté, gastronomie, culture, etc. Ici, vous avez Paris et vous avez Suisse, parce qu'on travaille aussi le fuseau des Suisses, des Chinois de passage en Suisse. Voilà, et à terme, on peut imaginer d'avoir une brique Italie, par exemple. Le site est éminemment vertical. Parce qu'on suit vraiment les habitudes de consommation et de navigation des Chinois qui sont très dans la verticalité à cause de la mobilité, évidemment. Ce que nous, on commence d'ailleurs à faire de plus en plus. Notre modèle de développement, c'est celui-ci. Je vous avais parlé de nos partenaires touristes. C'est avec eux qu'on développe tout ce qui est visibilité de notre site, mais aussi sur les SINA,
et NetEase, pour ceux qui connaîtront, sont des grands agrégateurs de contenu. Ils ont tous une chaîne lifestyle et luxe, et donc notre contenu les intéresse énormément. Et nous, en échange de notre contenu, on crée de la visibilité via notre logo, des bannières, des liens sur notre site, etc. Puis on a aussi, on essaye de créer une communauté, et ça on le fait avec les voyageurs du tourisme. Et en fait, on met en relation ces tours opérateurs avec les marques de luxe ou avec des organisations telles que le château de Chambord, le musée d'Orsay, etc. Et on crée finalement des plateformes d'interactivité et de billets à gagner. Enfin, il y a toute une notion de gaming qui est mise en place, qui est très très chinoise. Voilà. Donc notre courbe d'expérience sur ce secteur-là, comme vous voyez, c'est comme tout projet au Figaro extrêmement intégré. On peut ou pas commencer par le print. Dans ce cas-là, on a commencé par le print. Mais voilà, tout print s'accompagne du digital. Et puis, il y a quelque chose qui est très très important qu'on est en train de développer, c'est cette partie-là, qu'on fait grâce d'ailleurs aux réseaux sociaux WeChat et Weibo, dont on vient d'ouvrir nos comptes. L'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire que le print, c'est bien et c'est consolidé chez nous, c'est plus d'1 million d'exemplaires. Le site est en train de se développer, on est sur une V2 pour passer en 100% responsive, mais en fait pour faire marcher ça, il faut faire actionner les réseaux sociaux, et puis pour consolider le marché publicitaire sur le print, il faut vraiment développer le brand experience, c'est-à-dire l'événementiel. Voilà, en tout cas nous c'est ce qu'on pense de faire. L'application arrivera dans les prochains mois. Voilà, donc là, un petit graphique fait par mes amies chinoises, très chinois, très rond, très dans le mouvement, hein, et où en fait, voilà notre écosystème, d'abord le print, et puis à l'intérieur, le digital qui s'est développé, et petit à petit, en fait, le digital va pousser et repousser les frontières du print. Voilà, et notre cible, juste pour 2 chiffres, et on se concentre sur ces Chinois visiteurs en France. On sait que de par notre contenu, on intéresse la classe moyenne chinoise, mais on n'est pas là pour développer cette audience. Pourquoi ? Parce que les annonceurs, le business model, c'est 100% basé sur la pub, et c'est cela que cherchent nos annonceurs. Voilà où on pense qu'on sera en fin décembre 2015, c'est-à-dire qu'on se dit que si on touche 10% du marché des visiteurs chinois, c'est pas mal. Donc, s'il y a entre 1,3 million et 1,6 million de visiteurs chinois en France en 2015, si on en touche 188 en visiteurs uniques, ce sera bien. Le futur, pourquoi pas élargir cette expérience auprès du visiteur chinois aux Chinois qui sont expatriés un peu partout dans le monde, dont l'Afrique d'ailleurs, mais pas seulement, le Canada, l'Australie. L'Australie, c'est un peu loin. Mais par exemple, sur l'Afrique, on sait que tous les Chinois basés en Afrique viennent régulièrement à Paris faire leurs achats de luxe. Donc, ça a un sens de se proposer à eux. Voilà. Et puis, l'autre possibilité de développement, évidemment, c'est une version non chinoise, puisqu'on commence déjà avec le print sur une version en anglais, là, qui est lancée ce matin d'ailleurs. Et l'idée, ce serait de la décliner en anglais aussi à terme. Tout ça pour surfer sur le French Touch, qui a le vent en poupe, qui a toujours eu le vent en poupe d'ailleurs, et qui fascine beaucoup de nationalités. Et ces nationalités vraiment viennent chercher chez nous un contenu d'exception, mais plus que d'exception, c'est un contenu authentique, c'est-à-dire que le Figaro s'adresse en premier lieu à ses lecteurs français, et c'est ce que viennent chercher notamment les Chinois. Ils ne veulent pas de filtre chinois pour Chinois. Voilà, en quelques minutes résumé une partie de notre diversification au groupe Figaro. Et qui va évidemment en ligne avec tout ce qu'on fait sur les éditions internationales de Madame Figaro, dont une en Chine d'ailleurs, et voilà, se positionner comme partenaire du marché du luxe. Merci beaucoup Aline. Évidemment, vos questions, on les prendra au fur et à mesure à la fin des 2 présentations. On va maintenant parler Afrique avec Serge Michel pour Le Monde Afrique. Juste le temps de dépluguer l'ordinateur d'Aileen et de repluguer celui de Serge. Et on va donc essayer de comprendre comment ce projet est né au monde.fr, et puis évidemment voir comment il est suivi depuis son lancement le 19 janvier. Vous disiez que vous étiez toujours Afri optimiste du coup. Tout à fait. Donc un changement technique à vue. Je vais en profiter pour commencer parce qu'en fait, vous avez entendu que le Figaro avait cette culture épicurienne. Nous, on est un peu le plus... Figaro et le Monde qui sont trop chocs sur scène, c'est très beau.
la culture épicurienne du Figaro avec une présentation assez riche. Moi, je suis beaucoup plus austère et on est au Monde évidemment centré sur l'info. Donc, je vais juste vous parler un petit peu. Attendez, il y a mon papier qui a disparu. Voilà. Ah. Hop. Excusez-moi. Ça, c'est les bons coups de la concurrence. Ah oui, c'est le Figaro qui essaie de voler des secrets. Non mais. Bon. Sans diapo, je vous explique comment on a réfléchi pour lancer le Monde Afrique, et puis après avec diapo, je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Donc, 3 raisons pour lancer le Monde Afrique. La première, c'est que les médias anglo-saxons et le Figaro bien sûr, mais les médias anglo-saxons peut-être d'abord se sont internationalisés, sont devenus des médias globaux qui sont sortis de leur lieu de production d'origine. Le Guardian fait une édition australienne et américaine, le Financial Times fait une édition asiatique et américaine. Donc nous évidemment on s'appelle Le Monde, donc on a vocation à être internationaux et mondiaux. Et pour nous évidemment la destination privilégiée c'était l'Afrique. Pourquoi ? Parce que en français on y a une légitimité, il y a beaucoup de lecteurs là-bas, etc., etc. Je vous donnerai des chiffres après. La deuxième raison c'est qu'on sentait une forte demande d'une élite africaine lettrée, connectée, qui avait besoin d'un média qui correspond à son émergence et qui la raconte bien. Une élite africaine ou une classe moyenne africaine, parce que ça se mélange un peu en ce moment, qui n'est plus forcément ancrée dans un seul pays. Cette élite a des médias dans certains pays qui sont tout à fait performants, notamment des médias en ligne, mais il y a peu de médias qui passent les frontières notamment entre l'Afrique francophone, anglophone, la frontière entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, etc., etc. Et puis, la troisième raison de lancer le Monde Afrique, c'est que le Monde a une grande tradition de reportage, de hard news, de couverture des conflits africains, des crises africaines, épidémies, coups d'État, conflits, élections, enfin ce genre de news-là. Je pense qu'on n'a pas raté grand-chose dans ce domaine ces 50 dernières années. En revanche, à force de couvrir vraiment ce côté hard news, on risquait de rater un phénomène majeur qui s'appelle l'émergence africaine, qui est lié à plein d'autres phénomènes, que ce soit aussi lifestyle, culture, entrepreneuriat, etc. Nos reporters du Monde fréquentaient assidûment les QG politiques, les présidences et les oppositions des différents régimes africains, mais étaient beaucoup moins présents dans les startups ou dans les entreprises africaines. Donc on a voulu élargir le spectre de couverture pour mieux raconter ce qui se passe aujourd'hui, et je pense que c'est un phénomène assez global. Bon, voilà, donc toujours la même diapo parce qu'on est dans ce modèle plus austère du Monde par rapport au Figaro, mais on a pensé ça sur le Monde Afrique, c'est trois choses. C'est pas juste un site, c'est un site d'info en continu qu'on détaillera tout à l'heure. C'est une série d'événements en Afrique et en France. Cette année, en 2015, on va faire 3 événements en Afrique qui se concluront par un événement à Paris à la fin. Des événements avec des conférences, des débats, des concours de start-up, ce genre de choses. Et puis, c'est de temps en temps des hors-série print. Là, on vient d'en faire un de 100 pages en janvier sur l'envol africain. Je vous passe les objectifs du site parce qu'ils sont un peu évidents. C'est de faire un média de super qualité, mais africain, etc., etc. Avec quand même juste cet élément que je souligne, c'est l'idée d'abaisser les frontières en Afrique. On pense que l'avenir de l'Afrique, c'est en partie des frontières rabaissées, notamment entre les pays francophones, de faire lire des Camerounais aux Camerounais des contenus ivoiriens et vice-versa, faire connaître aux voisins du Nigeria ce qui se passe dans ce pays qui est un géant africain démentiel et qui inquiète les autres, mais qui est mal connu parce qu'au fond, les médias sont nationaux et puis les langues sont différentes. Et puis, aussi, cette frontière du Sahara, bon, il est aujourd'hui occupé par des gens peu recommandables, mais le Sahara, mais disons que on sent quand même que le Maroc a une vocation panafricaine, on sent qu'il y a des investissements qui passent maintenant entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, donc on veut être dans ce mouvement-là. Les audiences qu'on vise, c'est les Africains d'Afrique, lettrés connectés, estimation basse 100 millions de francophones. C'est les Africains de la diaspora, extrêmement important. On estime à 10 millions de personnes en France, entre les Africains du Nord et les Africains subsahariens. Plus, il y a beaucoup de francophones qui se trouvent en Angleterre, dans le reste de l'Europe, aux États-Unis, qu'on touche également. Et puis,
Donc, et puis en troisième lieu, mais à égalité évidemment, c'est tout ce qu'on appelle les parties prenantes de l'émergence africaine, c'est-à-dire la communauté d'affaires, c'est-à-dire les ONG, le monde académique, les bailleurs de fonds, les expatriés en Afrique, voilà, tous ces gens qui sont en train de travailler sur l'émergence africaine. Les partis pris éditoriaux du site, c'est d'abord ne pas raconter que l'Afrique. On estime qu'on a affaire à une audience sophistiquée, qui a des attentes importantes, et donc on va pas faire un site africain pour les Africains avec que du contenu africain. On estime que ces gens-là ont envie de connaître des phénomènes de consommation. On veut leur faire lire des contenus culturels, des contenus français, des contenus américains. Ils sont des acteurs de la globalisation, les Africains aujourd'hui, et donc on leur sert des contenus non africains sur notre site également. On fait une sélection, d'où le slogan « Toute l'Afrique est le meilleur du monde », parce que toute l'Afrique, c'est 54 pays, et l'actualité pertinente, plus la profondeur, les reportages, etc. de ces pays-là. Et le meilleur du monde, c'est une sélection de contenus qui viennent du reste du site. Et puis, deuxième parti pris, on voulait faire gros, parce qu'on a effectivement des confrères au Point qui ont lancé le Point Afrique quelques mois avant nous. Simplement, ils ont lancé ça de façon assez modeste. Et on le sent, je trouve, et c'est dommage. Je trouve que nous, on a voulu arriver sur le marché avec tout de suite une offre très conséquente. Donc, on a une équipe de 8 personnes à Paris entièrement dédiée au monde Afrique, plus les reporters Afrique du service international, plus les gens qui, dans le reste du journal, écrivent sur l'Afrique, en culture, en économie, etc., plus une trentaine de contributeurs en Afrique, de pigistes. Et on prend 4 à 5 papiers par jour en provenance du continent. Autre parti pris, évidemment, être un média métis, c'est-à-dire, j'ai pas forcément la couleur qui correspond à ce que je viens de dire, la couleur de peau, je veux dire, mais en même temps, mon équipe à Paris, elle est moitié africaine, moitié française. Sur le continent, on a systématiquement privilégié les auteurs africains, ce qui n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des expats français qui bossent pour RFI, France 24, l'AFP, etc., qui sont évidemment plus armés pour fournir des papiers bien carrés et qui sont plus faciles à diffuser rapidement. Mais enfin, on a vraiment privilégié, en tout cas dans les pays francophones, des auteurs africains. Et puis, cet aspect métis du site, c'est aussi dans les contributeurs, dans les gens qui écrivent des op-eds, les débats, les pages d'opinion, etc. Le spectre large, parler de mode autant que de politique. Et puis évidemment, mettre l'accent sur les réseaux sociaux et la vidéo. Vous verrez que ça se traduit dans les chiffres qu'on va voir tout de suite. Les parties pris techniques du site, ou design, c'est rapidement un site entièrement responsive, parce qu'on sait que les Africains, déjà la moitié de l'audience qu'on a constatée en Afrique, elle est sur smartphone. On n'a pas voulu entrer dans le domaine applicatif, parce que c'est un domaine assez fermé. On est plutôt parti sur un site accessible par un navigateur browser des smartphones, Android ou iPhone. Chargement léger, parce que la connexion n'est pas bonne partout, donc on a allégé au maximum les pages. Design épuré, alors à la fois pour que ce soit léger à charger, mais aussi parce qu'on voulait un site haut de gamme, on voulait un site qui tire vers le haut. On ne veut pas faire du low cost pour l'Afrique, je pense que c'est l'erreur que certains confrères ont pu commettre. Voilà. Et puis un site qui soit entièrement intégré au monde.fr, c'était ça un peu le challenge, mais qui soit une home à part entière. C'est-à-dire que pour bénéficier de la puissance du monde.fr et en même temps offrir un vrai média nouveau aux Africains. Et enfin, le modèle économique, je vous donne juste 4 éléments sur le modèle économique. D'abord, le lancement grâce au Fonds Google d'innovation numérique pour la presse, pour laquelle on est tous là ce matin. Ça permet d'avoir développé le site et de le faire tourner, en tout cas au tout début. Ensuite, on a cherché 4 partenaires pour lancer ça. Il s'agit de la Banque mondiale, il s'agit de l'Agence française de développement, de la fondation Open Society, celle de George Soros, et puis de la fondation Bill et Melinda Gates. Ce sont des partenaires dont certains sont assez fortunés, mais tous ensemble, ces partenariats ne représentent moins de 25% du budget du Monde Afrique. Et donc, le reste, c'est à la fois les événements dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vont dégager une marge bénéficiaire qui sera utilisée pour faire l'éditorial, et à la fois le relais que va prendre progressivement la régie publicitaire une fois que les audiences seront là pour ça. Et ils commencent à l'être d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était comme on a réfléchi. Je vous passe rapidement les diapos. J'ai pas regardé l'heure, mais j'espère que je suis pas trop tard. Je suis votre timekeeper humain. Ça marche. Donc 350 millions de smartphones en 2017 en Afrique, c'est les derniers chiffres. Voilà, 100 millions
au moins d'Africains francophones connectés aujourd'hui, et seulement 3% d'Africains sur le monde.fr, c'est l'audience à peu près arrondie, on était plutôt à 2,8 avant le lancement. Donc on sent qu'on a un immense potentiel de développer l'audience africaine sur le monde.fr. La timeline qui était dans le modèle de la présentation, donc voilà, début 2014 on lance les choses, 1er septembre je prends mes fonctions et on commence à développer la ligne éditoriale, le design, le développement du site. On boucle les partenariats et on recrute les personnes le fin décembre, et puis on a lancé le site le 19 janvier. Ça c'est l'équipe, alors c'est l'équipe dédiée à Paris, plus les 4 personnes de l'Inter, donc ça fait 12 personnes ici. C'est pour ça qu'il y a plus de Français que d'Africains, mais dans mon équipe à moi, les 8, on est moitié-moitié. On a fait une campagne de pub aussi qui a été largement diffusée en Afrique avec des partenariats sur différents médias africains, avec cette idée qu'on illustrait le slogan « Toute l'Afrique est le meilleur du monde ». Donc on parle de la CAN, la Coupe africaine de foot, et Cannes pour le festival à Paris. On parle de Nollywood, c'est le géant du cinéma africain, et numéro 2 mondial en termes de nombre de films produits après Bollywood, mais avant Hollywood, et Hollywood aussi. Voilà. Et voilà le site à quoi il ressemble, donc design épuré. Au-dessus de ça, vous avez la bannière monde.fr pour pouvoir retourner au site général, mais il y a une navigation qui est propre au site, avec un accès par pays, la politique africaine, l'économie, le sport, la culture, le style. Monde, c'est tout ce qui vient qui n'est pas africain. Donc les contenus sur l'État islamique, le contenu sur que devient Obama, ça intéresse beaucoup les Africains. Les débats, une grande plateforme de débat. Afrique-Lab, c'est à la fois tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est aussi journalisme de solutions, on y est très attaché, journalisme d'impact. Et puis les indiscrets, c'est une petite rubrique de brève. On a une page très épurée qui prend toute la largeur, la pub commence plus bas. Et là, on a 4 contenus d'actu, là c'était la home de hier soir avec le procès, le verdict Karim Wade, très lourd à Dakar hier, qui a suscité beaucoup d'émotions. Je vous montre juste la chaîne vidéo parce qu'elle est en descendant dans la home, je ne vais pas vous faire toute la descente, mais on a mis l'accent sur la vidéo avec 2 personnes aujourd'hui, enfin un poste et demi en fait, qui fait de la vidéo au sein d'une équipe de 8, donc c'est assez considérable comme investissement et ça se traduit par des très bons chiffres de nos vidéos. Donc voilà, quand on a des réflexes vidéo qui sont proportionnellement beaucoup plus importants que le monde.fr là par rapport à l'ensemble de ces contenus. Réseaux sociaux, on a été à fond sur Facebook et sur Twitter surtout. On a engagé parmi les 8 une personne qui fait que les réseaux sociaux, donc ça aide. Là, c'est les chiffres d'il y a un mois, donc 6800 suiveurs Twitter en un mois, c'est pas mal. On va évidemment progresser beaucoup. Ça, c'est l'article qui a le plus marché. C'est un article débat écrit par un journaliste marocain établi aux États-Unis, qui est venu, c'était le 16/1, donc c'est peu après Charlie Hebdo, et cet article-là a fait plus de 200 000 ouvertures. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était très important. Je vous passe juste quelques contenus pour que vous compreniez ce qui est important pour nous, mais ce n'est pas représentatif du tout. On publie à peu près entre 15 et 20 contenus par jour, donc en 2 mois, ça fait plus de... non, je suis un peu comme ça, je suis très mauvaise en calcul mental aussi. Bon, ça c'est marrant parce que c'est un reporter sénégalais qui va... Alors vous savez que Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, a traité son successeur de descendant d'esclaves et de cannibale. Bon. Parce qu'il était fâché parce que son fils a des soucis avec la justice sénégalaise. Et donc, on a évidemment traité la chose quand c'est sorti, les déclarations incendiaires de Wade, etc. Mais un journaliste sénégalais qui bosse pour nous, Amadou Ndiaye, a fait un reportage, je qualifierais presque de Vice News dans le style, et il est parti dans le village d'origine de Macky Sall pour voir si effectivement Macky Sall était un descendant d'esclaves, car il y avait des esclaves au Sénégal qui ne sont pas ceux qui ont été envoyés aux États-Unis, qui sont des esclaves dus à la stratification très forte de la société sénégalaise. Et en fait, qu'est-ce qu'il trouve en arrivant sur place? Que Macky Sall n'était pas esclave, mais avait beaucoup d'esclaves. Donc c'est ce reportage qui traite ça, et j'aime bien parce que la narration est africaine, mais la news est pertinente et le papier a buzzé dans tous les... On est énormément copié. C'est ça un des inconvénients, des avantages de travailler sur l'Afrique, c'est qu'on se fait copier-coller immédiatement et on voit ces contenus se décliner sur des dizaines de sites. Tidjane Thiam,
vous avez entendu parler, donc il vient d'être nommé nouveau patron du Crédit Suisse. C'est un personnage extrêmement brillant qui est passé par la France et la France ne l'a pas retenu. On a fait beaucoup de contenu sur lui parce que pour nous, c'est exactement le type de personnage qui nous importe. C'est un modèle du succès africain. Il est ivoirien, il a fait ses classes à Abidjan, il a habité un petit peu au Maroc aussi avec ses parents quand il était petit. Son père est journaliste. Ce gars est formidable. Simplement, pour le monde économie, c'est une news corporate qu'ils ont traité bien, mais de façon assez neutre. Pour nous, c'est vraiment l'Africain qu'il faut à la fois avec ce sens de l'African Pride, enfin de cette fierté africaine qu'on sent aujourd'hui en disant voilà des modèles de réussite, et en même temps un léger, bon, pas cet article-là, cet article raconte vraiment son enfance, son éducation, ses classes, etc. Au Sénégal et au Maroc. Enfin, on a quand même assez lourdement insisté sur le fait que la France ne l'avait pas retenu. Ce type est sorti major de sa promo à Polytechnique et Mines, et il n'a pas trouvé de job en sortant de ses écoles avec premier de sa promo. Donc il est parti à Londres et là ça a bien marché pour lui. Beaucoup de contenu culture aussi, lifestyle. Ça c'est un syndicat d'Okolo, c'est le plus grand collectionneur d'art contemporain en Afrique. Il a une collection à tomber par terre. Il vient de prendre tout un musée au Portugal pour montrer les œuvres de sa collection privée. Et c'est par ailleurs le mari de la fille du président angolais. Donc c'est le mari d'Isabel dos Santos. On parle beaucoup de culture et de Nollywood. Nollywood, c'est une industrie cinématographique majeure pour toute l'Afrique et bientôt pour le monde entier. On parle de boîtes qui se lancent ici et là-bas. Ça, c'est un personnage qui va lancer. Oui, je suis arrivé au temps. Ouais. Il reste quelques diapos. Ensuite, on parle de start-up avec des angles comme ça. Et on prépare un gros dossier fin de semaine sur les start-up africaines. Et vous verrez qu'elles sont extrêmement intéressantes et performantes. On fait des enquêtes. Cette enquête-là sur la fortune disparue du dictateur, du président ivoirien a aussi été copiée dans tous les sites ivoiriens possibles. Je me suis occupé de coordonner l'opération SwissLeaks pour Le Monde et Le Monde.fr. Donc j'en ai profité pour tirer des angles africains avec SwissLeaks. Ce contenu-là a marché au-delà de nos espérances. Bon, c'était un très long papier, mais on passait en revue tous les pays, donc évidemment que chacun se sentait concerné. Alors, juste les audiences, ça c'est... on n'avait pas de base de référence similaire pour s'appuyer, mais on prenait... Ça, c'est tous les contenus africains du monde avant le lancement de la chaîne. Donc on avait sur ces contenus-là 1,4 million de visites moyenne mensuelle 2014. Aujourd'hui, le premier mois du lancement de la chaîne, 19 janvier, 19 février, 3,5 millions. Donc ça fait plus 155%. Et en page vue, plus 168%. Là, je n'avais pas les applis pour faire mes décomptes, mais les applications dans le premier mois d'exploitation du Monde Afrique, c'est presque 2 millions de visites et 3 millions de pages vues. Donc on a aujourd'hui, sur le premier mois, et ça a beaucoup augmenté pour le deuxième, parce qu'on est au deuxième mois, en tout 5,4 millions de visites sur le Monde Afrique, sur les contenus du Monde Afrique, et 10 millions de pages vues. Là-dessus, les audiences africaines, avant le lancement du site, on était à 2,8% des visites sur le monde.fr venaient d'IP africaines. On est aujourd'hui à 3,2%, ça paraît peu, mais c'est quand même 40% d'augmentation. Juste une comparaison, le monde.fr, le monde Afrique. Le monde.fr à 3%, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, là j'ai arrondi, d'audience africaine. Nous, on a 15%. On va évidemment augmenter cette audience africaine. On veut viser 50%, mais on a cette marge de progression qui est devant nous. Sur le monde.fr, 7% de l'audience vient des réseaux sociaux. Sur le monde Afrique, 19%. C'est assez remarquable et je pense que ça illustre la priorité qu'on a mise sur les réseaux. Et puis, sur le monde.fr, 5% de l'audience consomme les vidéos. Chez nous, 16%. Donc, c'est assez encourageant avec, souvenez-vous, quand même une audience africaine qui est handicapée par une connexion pour les vidéos qui n'est pas top. Ça, c'est le petit déclinaison. Vous avez vu sous le logo du Monde. Vous avez désormais édition globale, c'est le monde.fr. Qui existe depuis de nombreuses années, et l'édition Afrique, c'est la première édition non globale, c'est-à-dire voilà. Attendez, tac. Bon, ça c'est sur quel écran on nous utilise. Vu qu'on a un site responsive, ça change un peu les données. La donnée la plus intéressante, c'est celle-ci, c'est-à-dire que le monde.fr, 20% de visites sont sur un smartphone. Le monde Afrique, 44%. Non, pardon, c'est pas ça. C'est l'audience du Monde Afrique globale, 20% sur smartphone,
alors que les IP africaines qui nous lisent, c'est 44% smartphone. Ça veut dire qu'on a touché cette audience de jeunes Africains connectés qui sont dans les transports, qui sont au travail et qui nous lisent sur smartphone. Et puis, voilà, c'est tout. Allez, on passe tout de suite à vos questions. Excusez-moi d'avoir dépassé mon temps. Non, mais pas de souci. Du coup, on a eu plein d'infos très intéressantes, mais je pense qu'il faut que le débat s'installe. Aileen, rejoignez-nous aussi, puisque on va pouvoir avoir des questions à la fois sur le modèle du Figaro Chine et à la fois sur le modèle du monde africain. Est-ce que vous avez déjà Sylvain Attal, un amoureux de l'Afrique et de France 24, qui a une question? Vas-y, Sylvain. Est-ce que tu peux reprendre ton micro? On fait 8h, 20h la semaine et puis on fait une permanence le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Pour actualiser un peu. Et on peut actualiser de chez nous, donc voilà. Organisation de la rédaction. Une autre question? Alors les contenus, il y a deux sources. Il y a ce qu'on appelle nous le mash-up de contenu, c'est-à-dire de la reprise de contenu du Figaro et vous, Figaroscope, et d'une certaine mesure le Figaro Magazine, donc tout ce qui est lifestyle en transversal. Et puis, ouais, c'est réécrit parce que les Chinois, il faut pas que ça dure, faut pas que ce soit écrit. C'est pas un peuple d'écriture en tant que tel comme nous on peut l'être, donc on réduit et on recadre, et ça on fait appel à une agence sur Shanghai qui nous le fait. Et puis la deuxième partie des contenus, c'est sur le site. Si vous allez en bas du site, vous verrez une zone un peu plus colorée et qui est une zone qu'on a dédiée aux community, à la création de la communauté du Figaro chic, c'est-à-dire qu'on utilise on l'appelle en fait Chinese Chic Touch. C'est-à-dire que ça s'adresse aux Chinois, pour le coup, basés en Chine, qui s'intéressent au style de vie et à l'art de vivre à la française et à l'européenne, puisqu'on fait du UK, on fait on élargit un peu plus, mais qui n'ont pas l'occasion de venir en France. Et là, typiquement, on a des blogueurs qui couvrent, je sais pas, le défilé de Louis Vuitton à Shanghai, l'ouverture de la dernière boutique Omega, etc. Donc c'est un contenu qu'on a bien identifié par la couleur, en étant non produit par le Figaro, mais qui est très important parce que les Chinois fonctionnent beaucoup par celebrities et ils ont besoin d'avoir leurs propres repères. Et donc ça crée vraiment le lien avec notre audience. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment ou jamais de les poser, que ce soit à Serge Michel ou à Aileen Lemuet. Alors, Aileen a une question pour Serge. Comment vous vous positionnez par rapport à Jeune Afrique ? Justement, on parlera de Jeune Afrique dans le débat qui suit et l'atelier qui suit. Non, Jeune Afrique, c'est un média remarquable qui a longtemps été un peu seul sur ce terrain. Donc, nous, on pense qu'il y a de la place pour tout le monde et voilà. Je pense que je pense qu'on est davantage grand public que Jeune Afrique. Et Jeune Afrique se positionne beaucoup pour les leaders africains, les patrons d'entreprise et ce type de personnes-là. Jeune Afrique fait des événements qui sont où l'entrée est payante et assez chère. Nous, on fait des événements où l'entrée est libre. Donc, on essaye aussi évidemment de viser plus jeunes qu'eux. Et je pense que eux sont en train de changer. Je crois qu'ils vont peut-être l'annoncer ici d'ailleurs, de refaire leur site. En tout cas, honnêtement, l'Afrique, il y a 54 pays, il y a 1 milliard d'habitants et bientôt 2. Donc, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. On n'a pas besoin de se flairer comme ça entre concurrents. Voilà, je pense aussi qu'on a une marque qui est synonyme d'indépendance politique, ça c'est extrêmement important, et que on joue beaucoup là-dessus. Voilà. On joue aussi sur la liberté de ton. Jeune Afrique a des contraintes qui sont liées aussi à son legacy, comme on dit ici. Et nous, on peut tout d'un coup, on fait un contenu. Là, on a fait un truc il y a 10 jours sur le Cameroun et la santé de Paul Biya. Ça a fait un buzz pas possible. C'est sûr que ce genre de contenu-là, Jeune Afrique ne les fait pas. Donc, on joue beaucoup là-dessus. Justement, Jeune Afrique nous répondra dans un quart de seconde pour voir comment il se positionne par rapport au monde Afrique. Une dernière question, peut-être éventuellement, monsieur. Oui, c'est à propos de l'Afrique toujours. Il y a beaucoup de pays francophones africains où l'information est très contrôlée.
Est-ce que vous avez déjà rencontré des problèmes comme ça? Est-ce que vous avez des difficultés d'accès à certains marchés? Non, enfin, on n'a pas eu de blocage du site et je pense qu'ils sont pas forcément bien équipés pour bloquer le site. En revanche, les visas, c'est évidemment toujours un souci. Là, je vous parlais de ce contenu Cameroun, c'était un texte de 1500 signes qui était basé sur des informations de l'entourage du président. Ça nous a valu la une de plusieurs journaux camerounais qui disaient le coup d'État se confirme, le monde est dans le complot. Voilà. Donc c'était la une du journal, c'était comme ça. Donc c'est sûr que effectivement, c'est des marchés extrêmement sensibles sur l'information. L'histoire de Macky Sall et de Wade aussi, ça, on sent bien que ça touche. Mais c'est assez merveilleux d'avoir un. Alors après, il faut négocier le prochain visa pour le Cameroun, mais disons que on sent qu'on a un impact qui est assez rare du point de vue de la réaction de l'audience. Non, au Cameroun, on a 2 personnes qui bossent pour nous et ça se passe bien. Enfin, on fait attention de ne pas leur faire des contenus qui les mettraient en porte-à-faux. Quand il y a un truc un peu difficile, c'est nous qui signons. Une question pour tous les deux pour finir. Est-ce que justement les expériences du Figaro Chic, Figaro Chine et du Monde Afrique augurent pour vos 2 titres, pour vos 2 marques, peut-être des maîtres étalons pour essayer de se lancer dans d'autres pays? On peut penser, on le disait tout à l'heure, au Brésil, au Moyen-Orient ou à la Russie pour le Figaro. Pour le Monde, peut-être aussi d'autres terrains de jeu, d'autres terrains d'infos à exploiter. Est-ce que, voilà, ça y est, c'est déjà dans les tuyaux tout ça? Sur certaines, donc nous on part aussi du contenu. Donc notre contenu nous oblige à réfléchir sur qui ça peut intéresser en termes de lifestyle, qui est proche en fait de nous. Et c'est vrai que le Brésil peut être une destination. Je pense que le next step pour nous, c'est pour être le moins segmentant possible, c'est d'aller chercher une langue qui est plus universelle. Donc on a choisi le chinois parce qu'en soi le chinois est je vous rappelle, c'est quand même beaucoup de personnes, c'est 700 millions d'internautes, donc et 600 millions sur les smartphones, donc c'est énorme. Et les Chinois commencent à se débrouiller en anglais, mais ils sont quand même beaucoup plus à l'aise dans leur propre langue, un peu comme les Français d'ailleurs. Donc on continuera je pense ce fuseau-là, mais après c'est vrai que réfléchir à un site en brésilien, puis en espagnol, puis en anglais, je pense que c'est un peu prématuré et que l'idée ce serait plutôt de faire l'anglais et après we shall see. Serge. Nous on a réfléchi à un projet en anglais. On se dit qu'au fond l'anglais est quand même il y a énormément d'excellents médias et que sur ce marché-là, on a des concurrents comme le Financial Times, comme le New York Times, comme le Guardian qui sont tout à fait réveillés et ça va être difficile de percer de façon importante. Donc on a choisi le français parce que c'est notre légitimité, mais c'est aussi notre marché historique. Et on a choisi l'Afrique parce que c'est le plus grand marché francophone disponible. On n'allait pas faire un site pour le Québec ou la Suisse ou la Belgique. Mais disons que un next step, ça pourrait être de traduire en chinois le contenu du Monde Afrique parce que ayant moi-même bossé sur la Chine-Afrique, j'avais fait un bouquin là-dessus il y a quelques années, je sais que l'information disponible en chinois sur l'Afrique est extrêmement pauvre. Il y a des dépêches de l'agence chinoise qui sont très très officielles, il y a des coupures de ruban dans tous les sens, mais il y a très peu d'enquêtes, d'interviews, de portraits, de choses vivantes. Et donc ça, ce serait un truc qui nous intéresserait. On aimerait bien, on a commencé des discussions, arriver à traduire une partie du contenu africain qu'on a pour le marché chinois, ça nous semble assez pertinent. Merci infiniment à tous les deux. Je suis désolée, il va falloir qu'on rende les clés de ce premier atelier. Merci Aline et merci Serge.